Alors qu'on part pour 2 semaines de trêve internationale comme sur les 2 derniers mois, l'actualité marseillaise est principalement rythmée par l'interview de Pablo Longoria, parce que sa prise de parole était très attendue, notamment par rapport à notre situation sportive, mais aussi par rapport à d'autres questions relatives au club. On parlera aussi à cette occasion des priorités du prochain mercato sur lequel planchent activement Longoria et Gattuso, et on parlera aussi d'un éventuel retrait de Frank McCourt, comme a pu l'évoquer l'équipe dans son édition du jour. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer la vidéo. Quelles doivent être les priorités du prochain mercato d'après vous? À quel poste faut-il se renforcer absolument? Et quels joueurs aimeriez-vous voir signer pour apporter plus de qualité à l'équipe? J'attends vos avis et votre ressenti en commentaire. On commence tout de suite par un focus sur l'entretien de Longoria au micro de RMC mardi soir. Comme on l'a dit, sa prise de parole était très attendue étant donné que notre situation sportive est assez préoccupante en championnat, même si la saison est loin d'être terminée et qu'on a un match en moins, mais dans une Ligue 1 à 18 clubs, on peut pas se permettre de griller autant de jokers. Questionné sur le début de saison décevant, il explique qu'il est déçu évidemment, qu'il est préoccupé par la situation et que ce serait inconscient de la part d'un dirigeant de penser autrement. Il a finalement la même analyse que la nôtre, il considère qu'on a surtout un gros manque de réussite face au but dans les 30 derniers mètres, qu'il y a des problèmes dans l'aspect technique et pour le coup ça saute vraiment aux yeux quand on regarde nos derniers matchs avec d'énormes lacunes techniques de la part de joueurs qui sont censés faire beaucoup mieux que ça, ne serait-ce que par rapport à leur qualité. Par rapport à l'aspect offensif, il explique avoir construit l'attaque pour correspondre aux besoins de Marcelino en recrutant des joueurs qui ont des caractéristiques très différentes par rapport à l'effectif dont disposait Tudor. Il considère que c'est normal et même essentiel de construire l'effectif en fonction des besoins du coach pour créer une équipe capable de bien jouer ensemble, et ça suppose une grosse faculté d'adaptation de la part des dirigeants. Après effectivement, quand tu construis un effectif pour un coach et qu'il part 7 matchs après, tu repars quasiment à zéro et à l'heure actuelle, Gattuso doit composer avec un effectif qu'il n'a pas choisi. Longoria considère que l'équipe a gagné en consistance, qu'elle est beaucoup plus solide défensivement, et c'est vrai que quand on regarde les derniers matchs, on a progressé dans cet aspect-là, mais c'est offensivement que ça pêche, et plus précisément dans le dernier quart du terrain, comme il le dit lui-même. Concernant le départ de Marcelino, il explique qu'il a parlé avec lui juste après la réunion en lui donnant son ressenti général sur les événements qui venaient de se dérouler. À la suite de ça, Marcelino a pris sa décision et Longoria a respecté son choix. Il explique de son côté qu'il a décidé de rester parce qu'il devait réfléchir comme un président, en pensant à l'institution, et qu'évidemment c'était un choix beaucoup plus lourd que celui qu'a fait Marcelino, puisqu'il n'était entre guillemets que l'entraîneur. Il n'a pas voulu laisser l'OM dans une situation d'instabilité qui aurait été négative pour l'intérêt général du club d'après lui. Questionné sur l'adaptation de Marcelino à Marseille, il explique qu'il s'était adapté mais que Marseille ça ne s'apprend pas en 2 mois. Il a aussi pu donner plus de précision par rapport au départ d'Alexis Sanchez. En préambule, il affirme que c'est un joueur extraordinaire et qu'il le remercie pour son travail la saison dernière. Il confirme que la direction a formulé une offre de prolongation à Sanchez au mois de mai. Sanchez a temporisé et aurait cherché à faire de la spéculation d'après lui, en sondant un petit peu les différents intérêts qu'il pouvait avoir. Dans le même temps, il confirme que la direction a fait d'autres choix sur le plan offensif par la suite, avec la volonté de donner la priorité aux qualités de vitesse et d'accélération à nos joueurs offensifs. Questionné sur Aubameyang qui est venu remplacer Sanchez au moins en termes de salaire, il nous dit que la dernière offre formulée à Sanchez était supérieure au salaire d'Aubameyang, même en incluant la prime à la signature. Il a aussi pu s'exprimer par rapport aux critiques qui disaient que l'équipe était plus forte la saison dernière, et on en a récemment parlé dans une vidéo sortie cette semaine. À ce niveau-là, il nous dit que l'effectif est très différent, qu'on est passé d'une équipe qui met en place un marquage individuel sur tout le terrain, à une équipe qui est plus basée sur l'animation collective, avec des joueurs qui sont associés à chaque ligne. Il dit avoir confiance en l'effectif, en expliquant qu'on ne pourra vraiment juger cet effectif qu'en fin de saison, étant donné qu'on ne parvient pas encore à voir le potentiel de cette équipe, à cause du manque d'efficacité offensive notamment. Il fait quand même son autocritique en reconnaissant qu'il avait pris à la légère le changement de coach et la transition entre des styles de jeu qui sont très différents. Il concède qu'il aurait dû s'intéresser davantage à l'impact du départ de Tudor dans ses précédents clubs pour voir comment il s'en sortait par la suite. Il explique que certains joueurs avaient totalement intégré les idées de jeu de Tudor et que c'était difficile de tout changer à nouveau, mais il confirme avoir minimisé tout ça en considérant au départ que les changements de système et de style de jeu étaient des questions superficielles, mais on se rend bien compte que c'est très compliqué sans continuité d'avoir des résultats. En revanche, il considère quand même que le projet est sur la bonne voie, que l'équipe a gagné en sécurité défensive et que les équipes qui arrivent à avoir cette consistance derrière parviennent à avoir des résultats par la suite. Par rapport au départ du dernier mercato, il affirme que le choix de faire partir Payet était un choix sportif et qu'ils ont essayé d'être le plus clair possible avec lui. Concernant Guendouzi et Hunder, il dit que c'était le bon moment pour les vendre puisqu'ils étaient à 2 ans de la fin de leur contrat, que c'était une situation programmée avec les joueurs et avec leur entourage, et en attendant un an supplémentaire, leur valeur aurait été bien différente et considérablement réduite. En ce qui concerne l'absence de leadership, il explique que la direction a mis en place une élection
compétition pour le capitanat étant donné que plusieurs joueurs étaient prétendants puisqu'ils avaient été capitaines dans leur précédent club. Pour lui, le leadership le plus important c'est celui de l'entraîneur et il considère que Gattuso incarne très bien ça, qu'il donne une direction à suivre pour l'effectif et que les joueurs sont réceptifs à son message. Ça lui fait penser qu'on peut être optimiste pour la suite. Il explique aussi que Gattuso a apporté beaucoup de positivité dans un moment de crise et que c'est très important pour se relever. Concernant les événements de septembre, il explique qu'il faut analyser l'environnement autour du club d'une manière large. Il réitère ce qu'il disait pendant sa conférence de presse au moment où il a tout expliqué. D'après lui, il y a du monde qui veut fragiliser la stabilité au club, pas avec la volonté de le faire tomber spécifiquement, mais des personnes qui se sont habituées à des mauvaises habitudes par le passé et des habitudes qu'il considère comme inacceptables au sein d'un club de foot. Pour lui, et on le rejoint, un club qui tourne bien, c'est un club où tout le monde tire dans le même sens. À l'heure actuelle, on a compris que c'était pas forcément le cas et ce sera l'un des gros chantiers des prochains mois et des prochaines années. D'après lui, les événements de fin septembre n'aident pas l'équipe sur le terrain, même s'ils essayent de mettre les joueurs à l'écart de tout ça, en considérant malgré tout qu'on ne pouvait pas en nier l'impact, mais qu'on ne pouvait pas non plus tout justifier par rapport à ça. Questionné sur son avenir, il affirme qu'il restera sur la durée, que l'inverse aurait été un manque de respect pour l'institution après avoir dit qu'il restait. Il explique ne pas se sentir fragilisé et avoir encore beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie. Il considère même avoir un engagement supérieur à celui qu'il avait avant les événements. La conséquence, c'est qu'il a décidé d'être un président plus fort, qui doit être capable de prendre des décisions difficiles en ayant la tête froide mais toujours tourné vers l'analyse pour rendre le club meilleur qu'hier. Pour Frank McCourt, il explique que le rôle du propriétaire n'est pas assez bien expliqué. Il nous dit que McCourt a beaucoup d'autres activités comme on pouvait s'en douter. Il affirme avoir de longues discussions chaque semaine avec McCourt, ses collaborateurs et le conseil de surveillance. Il affirme que McCourt ambitionne de gagner des titres mais que c'est pas une compétition entre propriétaires pour savoir qui va lâcher le plus d'argent pour son équipe. Pour lui, la tendance du foot, c'est des clubs à l'équilibre qui travaillent vis-à-vis de leurs moyens. Pour lui, le club va dans le bon sens, on a un superbe stade, des sponsors de plus en plus importants, et à côté, il y aura aussi la question des droits télé où on aura la réponse dans quelques temps. Les indicateurs sont au vert et le monde du foot tend à aller vers la stabilité d'après lui. Concernant les rumeurs de vente, il explique ne pas donner trop d'importance à ça, même s'il concède en avoir déjà donné avant la demi-finale face à Feyenoord, et que ça avait déstabilisé l'équipe avant un rendez-vous de cette importance, puisque certains joueurs lui avaient demandé si c'était vrai que le club allait être vendu prochainement. Depuis, il compose avec les rumeurs qui sortent, des rumeurs qu'il a toujours connues depuis son intronisation à l'époque comme directeur sportif, mais à qui il ne veut plus donner de crédibilité aujourd'hui. Pour revenir sur les questions mercato, il confirme qu'il fait confiance à son effectif et reconnaît aussi que le mercato d'hiver est un moment spécial, pas forcément propice à la construction d'un effectif, en reconnaissant notamment que ça n'a pas été top la saison dernière avec les arrivées de Vitinha, Unai et Malinowski, qui n'ont pas apporté grand chose sur la deuxième partie de saison et qui n'ont pas encore lancé leur aventure olympienne à l'heure actuelle. Malinowski lui est carrément parti. Sur les priorités du prochain mercato, il évoque un latéral gauche puisqu'il considère que Soglo a beaucoup de qualité mais qu'il est encore trop jeune. Pour lui, il y a un manque numérique dans l'effectif et l'arrivée d'un latéral gauche permettrait de remettre Murillo en concurrence avec Klose et d'apporter une concurrence plus solide à Renan Lodi sur l'autre côté. L'autre possibilité évoquée, c'est de faire venir un joueur offensif, potentiellement un ailier, mais ce sera analysé au regard des opportunités de marché. Gattuso aura sans doute besoin d'un élément offensif au profil différent, mais pour l'instant Longoria reste un peu plus évasif à ce niveau-là. Il a été interrogé sur les attaquants, notamment Aubameyang pour qui il reste lucide mais aussi optimiste. Il nous dit qu'il peut mieux faire évidemment, mais que ce sera aussi lié à des meilleures passes décisives et des joueurs offensifs qui sont meilleurs autour de lui. Il le trouve intéressant à la création d'occasions et il est aussi rassuré par l'investissement qu'il met à l'entraînement. Pour lui, il va très vite se lancer, ça ne fait aucun doute. Espérons qu'Oba ne le fasse pas mentir. Pour Vitinha, il explique le prix par son âge, sa position, son statut de meilleur buteur de Ligue Europa au moment où il signe. Il considère qu'il bénéficie de la concurrence d'abord avec Alexis Sanchez l'an dernier, mais maintenant Aubameyang pour se surpasser. Il lui manque de la continuité dans le temps de jeu, mais il est aussi très confiant pour la suite. Sur l'aspect économique du club, il dit que l'OM n'a pas de problème de trésorerie et que c'est très important. Le club n'est pas en danger par rapport à sa situation économique et c'est un point vraiment très important. Il espère toujours jouer la Ligue des Champions, mais il a dit qu'il s'adapterait selon le classement en fin de saison, ce qui laisse à penser que si on est en Europa League, ce sera pas non plus un drame financièrement parlant. En tout cas, sportivement, il est persuadé qu'on va rapidement commencer une série et qu'on obtiendra les résultats qu'on mérite d'après lui. Il faut gommer ce qui pêche dans l'aspect technique, amener plus de passes offensives, mais une fois que ce sera réglé, on aura un tout autre niveau de performance d'après lui. Il est aussi revenu sur le départ de Ribalta, il considère que c'est une grosse perte parce qu'il le voit comme l'un des meilleurs directeurs du football européen et qu'il établissait la stratégie sportive générale du club. D'après lui, il faut le remplacer au plus vite parce que c'est une fonction très importante, mais sans se précipiter pour autant, parce que l'objectif c'est de faire un bon choix pour l'avenir du club. Il nous dit que l'arrivée de Benassia n'est pas encore validée, il fait bien partie des cibles, mais il y a d'autres candidats
candidats avec qui il y a des discussions actuellement, il concède malgré tout que le statut d'agent de Benassia doit être réglé avant une éventuelle nomination pour être dans la légalité la plus totale. Il termine par quelques mots sur les supporters en précisant qu'il faut tous être unis autour du club dans son intérêt commun. Il est revenu sur les fameuses menaces qu'il a reçues en précisant qu'il n'avait pas été menacé de mort, mais qu'il y avait quand même des menaces malgré tout et que c'était inacceptable. Concernant les incidents survenus en marge de l'Olympico, il dit qu'il y a trop de problèmes de violence et de sécurité dans les stades ou autour. Il appelle tout le monde à prendre ses responsabilités à ce niveau-là. Pour lui, ça suppose d'avoir quelqu'un qui se révèle avec un leadership fort pour changer les choses. Il demande aussi de ne pas généraliser les supporters marseillais pour les actes inconscients de 4 personnes, parce que ce n'est pas du tout représentatif de notre passion, bien au contraire. Après cet entretien très riche en informations, on va revenir sur une info un petit peu surprenante de l'équipe dans son édition du jour. A priori, le clan McCourt aurait mollement démenti les rumeurs d'une vente OM qui sont sorties sur les derniers jours, mais d'après eux, en interne, les informations seraient tout autres et évoqueraient une mise en retrait inéluctable de Frank McCourt. C'est une information où on peut faire un parallèle sur ce que disait Longoria dans son entretien. McCourt est peu présent parce qu'il a d'autres activités et c'est la direction qui s'occupe du fonctionnement du club au quotidien, mais en contact avec McCourt et ses collaborateurs. A voir maintenant si les rumeurs de vente iront plus loin, mais elles sont très nombreuses depuis 2020. Jusqu'à présent, il n'y a rien d'officiel qui en est sorti, mais bien sûr, le club sera certainement vendu un jour. Après quand, ça on sait pas. Je pense que c'est quand même un club qui attire l'œil des investisseurs pour plein de raisons. La ville, le stade, la passion, une situation sportive qui s'est améliorée, économiquement c'est beaucoup mieux avec des sponsors plus importants et qui pèsent plus lourd sur le plan économique. Après on a beaucoup de mal à y voir clair entre le vrai et le faux parce qu'il y a eu beaucoup de fake news sur la vente OM. On y sera attentif comme toujours et on en reparlera s'il y a du nouveau. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et pour qu'elle soit de mieux en mieux référencée. Un grand merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois, je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Pablo dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Focus sur les prêtés qui sortira dans la semaine. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.